Monsieur Ouattara et moi, nous avons été très proches, je dois vous le dire. Et Monsieur Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Le premier engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire 5 ans. Ce qui n'a pas été le cas. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. J'étais encore sous le charme, vous comprenez. Mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que je finissais donc ma mission à la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire 2 mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. Sur les 3 engagements pris, le premier n'a pas été respecté, le second et visiblement le troisième ne le sera pas non plus. C'est pourquoi, il y a quelques jours, j'ai dit que j'avais un sentiment de trahison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voici, et ces engagements avaient été pris devant Blaise Compaoré à l'époque, président du Burkina Faso, et ces engagements ont été renouvelés devant un guide religieux ivoirien. Monsieur Ouattara a signé des deals politiques aussi bien, non pas seulement avec moi. À l'époque, il a signé un deal politique avec Laurent Gbagbo lui-même. Il a signé un deal politique avec Bédié. On est d'accord? Bédié aussi s'est laissé flouer, non? Alors, donc, si vous me reprochez à moi d'avoir été berné, bon, je ne suis pas le seul. Il en a berné bien plus intelligent et bien plus avisé que moi. Expérimenté, Bédié a quand même été président de la République. Et Bédié se plaint d'avoir été abusé et floué. Donc, je dis bien en 2006, c'est pas en 2010, M. Ouattara, donc, a fait ce deal avec moi. M. Compaoré est vivant, vous pourrez lui poser la question si c'est vrai ou si c'est faux. Maintenant, quand j'ai été nommé Premier ministre en 2007, M. Pascal, retenez-le, en ma qualité de Premier ministre, j'ai assuré l'impartialité du processus. Et c'est ça que je veux dire. Et cette impartialité du processus ne dépendait pas que du Premier ministre. Elle relevait, comme je l'ai dit, des Nations Unies, du mandat de certification des Nations Unies. Elle relevait du mandat donc, de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Et le Premier ministre n'a fait que conduire le processus jusqu'à son terme. Donc, l'élection de 2010, je vois souvent les gens me posent la question, M. Ouattara a bel et bien été élu. Donc, il n'y a pas de problème sur cette question. Vous savez bien, aujourd'hui je suis en froid avec M. Ouattara, il aurait été opportuniste, c'est facile pour moi de dire qu'il n'a jamais été élu. Ce n'est pas vrai, il ne faut pas non plus mentir par opportunisme. La vérité, c'est que nous avions 3 canaux de vérification de cette élection. Effectivement, M. Ouattara a été élu. Comment en aurait-il pu être autrement quand, au premier tour, M. Laurent Gbagbo a 38%, M. Ouattara a 32%, M. Bédié a 25%. Quand M. Bédié et M. Ouattara se mettent ensemble, il ne faut pas avoir fait Harvard pour savoir que M. Ouattara ne pouvait que gagner. J'ai dit que j'allais lancer la résistance pacifique. Nous allons résister, nous allons nous organiser et je suis confiant que je rentrerai dans mon pays parce que d'abord, je suis un fils du terroir, je suis ivoirien et deuxièmement, parce que la cause pour laquelle je me bats est juste. Depuis 1960, c'est la première fois qu'on interdit à l'Église catholique une manifestation. J'aurais pu m'arrêter là sans autres commentaires. Alors que M. Ouattara lui-même
disait à l'époque qu'on ne voulait pas qu'on l'écartait de la course à la présidence de la République parce qu'il était un musulman et un homme du Nord. Aujourd'hui, président, oui, il a dit. Aujourd'hui, président de la République, il interdit à l'Église catholique de manifester. Parce que les évêques nous ont informés qu'ils ont écrit officiellement à la police pour encadrer leur marche et que la police n'a même pas pris le soin de répondre. Et nous avons assisté sur les réseaux sociaux à un balai de jeunes militants du parti de Ouattara appelant à lyncher les chrétiens. Il s'est écrit, hein, c'est pas que j'invente. Hein. Et les vidéos sont là, M. Moussa, vous pourrez mettre à la disposition de la presse. Les partisans de M. Ouattara, publiquement, appelant au lynchage des évêques. Je suis en train de vous dire que des vents mauvais sont en train de souffler sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est même plus un problème de Guillaume Soro, de la candidature de Guillaume Soro. Ça va jusqu'à la question de la laïcité de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, c'est tous les compartiments de notre État qui sont touchés. Et ça, c'est d'une gravité extrême. Alors, en ce qui nous concerne, nous, GPS, quand les évêques ont décidé de faire cette marche, cette procession pour la paix et prier pour la paix en Côte d'Ivoire, je me suis abstenu de faire une déclaration ou de soutien ou de désapprobation. Parce que je ne voulais pas qu'on politise une affaire religieuse. Donc nous nous sommes restés vraiment en marge. Cependant, je note que ceci est un précédent grave qui peut avoir des conséquences désastreuses dans une sous-région. Dans une sous-région où on a en face des djihadistes au Mali, au Burkina, au Niger, dans une sous-région où la Côte d'Ivoire est quand même un pays qui, depuis 1960, a su réguler les questions des cultes et des religions en Côte d'Ivoire. Ça, c'est dangereux. Chers abonnés, bonjour. Je pense que vous allez très bien. Là, vous venez de suivre la vidéo de Guillaume Soro qui nous parle de ce qu'il a vécu avec Alassane Ouattara. Et depuis 2007, Guillaume Soro avait conclu un deal avec Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce que Alassane Ouattara voulait être président de la République. Et à l'époque, comme Guillaume Soro avait une milice militaire, comme on l'a dit, et Ouattara n'était qu'un civil, il s'était dit, au cas où les élections ne se passaient pas très bien, toi tu viendras me soutenir. Et en me soutenant, je vais te nommer Premier ministre et tu vas me laisser faire mes 2 mandats. Et juste après ça, moi je vais te donner le pouvoir. Et le deal a été conclu. Malheureusement, c'était tacite. Et le deal a été conclu devant Blaise Compaoré avec d'autres autorités de l'époque, et étrangères bien sûr. Et arrivé en 2019, Guillaume Soro ne voyait pas cette promesse se conclure. En 2019, Ouattara l'a obligé d'intégrer son parti politique de perdre sa fonction du Premier ministre. Et comme Guillaume Soro avait déjà nourri l'idée de devenir président de la République de la Côte d'Ivoire, il a démissionné de son poste du président de l'Assemblée nationale avec l'idée peut-être de faire pression à Alassane Ouattara. Malheureusement, de l'autre côté, Alassane n'a pas voulu reculer. Il a voulu avancer. Et aujourd'hui, où sommes-nous? Nous sommes dans un pays où Guillaume Soro est en exil. Alassane Ouattara continue à faire le 3e et le 4e mandat. Voilà les conséquences d'être cupide. Voilà les conséquences de voir seulement son avantage, sans pour autant voir l'avantage de la République. Car en 2007, en 2011,
c'était Laurent Gbagbo qui avait gagné les élections. Mais comme il y avait une junte militaire qui était contre Gbagbo, celle-ci est venue tout contrecarrer, tout chambouler pour donner le pouvoir à un tyran. Et regardez là où nous sommes aujourd'hui.